Nous sommes à la mi-mai et je me rends à Campbell River, sur l'île de Vancouver, pour rejoindre mes amis Paulette et Jean-Pierre à bord du voilier Rereva Nui. Ça dérange pas? Et voilà. Pendant que Jean-Pierre met la dernière main aux révisions techniques et que Paulette s'occupe de l'intendance, je m'installe dans ma cabine à l'avant de ce Sun Magic de 44 pieds. D'accord. Ah, t'as vu ces tracés d'ado? Ouais. Tracer la route, ouais, bon, c'est pas à suivre au millimètre, hein, ça suit la vue. Hein, Oui, c'est dans la direction. c'est la direction. Hein. En principe, il n'y a pas de cailloux sur la route. Dans la soirée, après le repas, nous étudions le parcours pour les jours à venir. Notre projet est de rejoindre le parc national de Glacier Bay, au nord de Juneau, en Alaska, en utilisant le passage intérieur. Le passage intérieur, en anglais Inside Passage, est une voie maritime côtière de l'océan Pacifique, le long de l'ouest de la Colombie-Britannique et du sud-est de l'Alaska. Après une bonne nuit de sommeil, et après avoir ravitaillé le bateau en vivres, eau et carburant, nous nous mettons en route en direction du Discovery Passage. C'est là-bas le marron. Il y a le pêcheur qui l'aborde d'abord. L'amplitude des marées crée des courants assez forts, en particulier dans des passages tels que celui-ci, pour lequel nous devons bien choisir notre heure afin de le franchir sans encombre. Ah, tu vois comme les appels viennent. Nous rencontrons parfois des remorqueurs tractant des barges aux chargements divers et variés et parfois très impressionnants. Nous rencontrerons également des billes de bois à la dérive, ce qui demande une veille permanente et exclut la navigation de nuit. Nous rechercherons donc chaque fin de journée un bon mouillage pour la nuit. C'est alors que le sondeur prendra toute son importance afin de trouver les fonds favorables à une bonne tenue de l'ancre. Une fois assurés de la qualité du mouillage, nous nous empressons de mettre à l'eau des casiers pour tenter d'attraper des crabes ou des crevettes durant la nuit. Ce soir-là, des randonneurs en kayak bivouaquent sur la plage non loin du bateau. Au petit matin, après nous être préparés, nous remontons l'ancre à l'aide du guindeau avant d'aller relever les casiers.
Sur ces côtes bordées de forêts souvent difficilement pénétrables, le bateau est le meilleur moyen d'apercevoir les animaux. Ici, un groupe de phoques, peu habitués au passage d'intrus devant leur rocher de prédilection. Bella Bella. Une baleine à bosse est en train de s'alimenter devant Bella Bella. Ce soir-là, après nous être éloignés du bateau au mouillage à Oliver Cove, nous apercevons un ours noir venu chercher sa pitance sur la plage à marée basse. Nous trouvons aussi 2 grues du Canada en train de s'alimenter dans les algues tout à fait dans le fond de la baie. Tout au long de ces côtes, il n'est pas rare de naviguer des journées entières sans apercevoir la moindre trace d'activité humaine. Ici, pas de route, pas de maison, pas de ligne télégraphique ou téléphonique. Parfois, une tache plus claire signale l'emplacement d'une exploitation forestière assez récente. En cette fin mai, il est impressionnant de constater les hauteurs de neige qui subsistent à une altitude très basse par rapport au niveau de la mer. Sixième jour de navigation. Nous découvrons au fond d'une baie abritée un groupe de maisons. Celles-ci ont l'air d'avoir été victimes d'un glissement de terrain ou d'un tsunami. Renseignement pris, il s'agit d'une ancienne conserverie de harengs qui est à présent abandonnée, et nous avons affaire à un véritable village fantôme.
9e jour de navigation, nous allons faire escale dans notre premier port, celui de Prince Rupert. Cette ville fut la capitale mondiale du flétan au début des années 80. Considérée comme la plus pluvieuse des villes canadiennes, Prince Rupert reçoit en moyenne 2,50 m de précipitations par an. Après avoir connu une période prospère liée à l'industrie de la pêche, l'industrie forestière, ainsi que l'exportation du charbon et des céréales, la ville a connu une baisse d'activité dans ces différents domaines, ce qui a entraîné un exode, et la population qui était de 18 000 habitants en 1990 était en 2006 tombée à 13 000 habitants. Un espoir est tout de même fourni par l'essor de l'industrie touristique ainsi que par l'agrandissement du terminal portuaire à containers qui fera de cet endroit la deuxième installation de manutention en importance de la côte ouest. Nous quittons Prince Rupert pour prendre le cap de l'Alaska. Cap sur l'Alaska, en passant à la voile. Et devant nous les USA, l'Alaska, pour le plus grand plaisir de Jean-Pierre. Enfin, il va pouvoir rentabiliser son investissement. Le GPS, couplé à l'ordinateur de bord, nous montre notre position exacte sur la carte. Cela nous permet de connaître l'instant précis où nous franchissons la frontière entre le Canada et les USA. Et ouais, on vient d'avancer la montre d'une heure. Il est temps de procéder au changement du pavillon de courtoisie et celui-ci sera surmonté pour l'instant du pavillon jaune demandant la libre pratique, c'est-à-dire signalant aux autorités que les opérations auprès du service des douanes et de l'immigration n'ont pas encore été effectuées. Où l'on voit la joie sur le visage de Jean-Pierre, enfin. Ce dimanche de la fin mai, les conditions deviennent estivales à l'approche de Ketchikan. Très peu de vent, hausse brutale des températures. De nombreux habitants sont sortis en bateau pour pêcher ou profitent du soleil sur la plage. Nous en verrons même se baigner. Les autorités portuaires, contactées par radio, ont dépêché un bateau à notre rencontre et nous conduisent jusqu'à notre emplacement dans la marina. Après nous être amarrés, nous devrons aussitôt remplir les formalités auprès des services des douanes et de l'immigration, après quoi nous pourrons descendre le pavillon jaune demandant la libre pratique.
pêche du matin. Parce que ça va fuir sur le bateau. Bravo. J'ai pas fait la table. À notre réveil le lendemain matin, nous constatons qu'un immeuble de plusieurs étages a poussé subitement dans notre voisinage. Il s'agit en fait d'un des nombreux bateaux de croisière faisant escale dans le port de Ketchikan. Cette ville de 8000 habitants, quatrième en nombre de l'Alaska, voit en effet sa population doubler chaque jour pendant les quelques heures d'escale de ces bateaux de croisière. Après avoir fait la lessive dans une laverie proche, nous prendrons les transports en commun afin de faire les courses dans un supermarché, puis nous flânerons à travers la ville où la culture indienne est très présente. En effet, 20% des habitants actuels ont des ancêtres indiens. De Ketchikan avec quelques autres voiliers là. Ils ont oublié les mâts, mais nous passons devant le village de Petersburg, situé dans un chenal où nous trouvons un groupe de lions de mer ayant pris possession d'une balise. Je pas en l'air. Il a pris sa place.
iceberg float out of Indigo. Mais Tracy, hein, oui, mais là, t'as des oui, glacés, c'est la glacée. Ah oui, d'accord. Tu peux avoir des glacés qui viennent jusque-là. Des glaçons qui viennent là, voilà. Ah bon, Shepens. Il faut faire attention aux icebergs. Ah, je viens voir le premier glaçon. Des glaçons? Regarde le point blanc là, c'est pas un bateau. Hein. Dix-huitième jour de navigation, nous arrivons à Juneau, ou plus exactement dans la marina de Hawke Bay où nous venons nous amarrer. Juneau, avec 30 000 habitants, est la capitale administrative de l'Alaska. Elle est pourtant seulement la troisième ville en importance de l'État, loin derrière Anchorage, qui, avec 280 000 habitants, regroupe presque la moitié des habitants de l'État. Après Juneau, nous n'aurons plus de moyens de ravitaillement jusqu'à Glacier Bay, où nous pensons séjourner une semaine. Nous devons donc nous équiper pour être autonomes pendant une dizaine de jours. C'est pourquoi nous allons séjourner 4 jours à Juneau, au cours desquels nous ferons toutes les emplettes nécessaires, la révision du moteur, la lessive, et nous n'oublierons pas de parcourir les magasins pour des emplettes plus touristiques, tout en découvrant la ville et ses alentours qui en valent la peine. Ici encore, c'est le tourisme et particulièrement les croisières en paquebot qui alimentent l'économie de la ville, qui, soit dit en passant, n'est accessible que par mer ou par air. Parmi les activités phares proposées aux touristes, il y a les approches des baleines en bateau et aussi le survol en hélicoptère du glacier Mendenhall qui se trouve à proximité immédiate de la ville. Pour cela, il est préférable que le ciel soit plus dégagé qu'aujourd'hui. La grande particularité de ce glacier est que les Américains ont construit une route goudronnée qui amène les touristes en face de la façade terminale. Un centre touristique et d'information a aussi été construit sur le bord du lac que domine le glacier. C'est donc le glacier le plus facile au monde à visiter.
Voilà 25 jours que nous avons quitté Campbell River et nous atteignons notre objectif, Glacier Bay. Nous nous renseignons par radio sur la météo pour les jours à venir avant de faire escale à Bartlett Cove où nous devons enregistrer notre arrivée, recevoir des documents sur la réglementation de ce parc national où les instructions nous seront aussi transmises sous forme de briefing vidéo. Les premiers animaux à nous accueillir sont les lions de mer. Le lion de mer septentrional, appelé aussi otaride stellaire, est le plus gros des otaridés. Les mâles peuvent atteindre 1 tonne pour une longueur de 3 mètres. Une femelle pèse environ 270 kg pour 2,20 m de longueur. Malgré leur aspect lourdeau, ce sont d'excellents nageurs. Les lions de mer de stellaire se reproduisent dans des endroits appelés roqueries, où les gros mâles ont leur territoire qu'ils défendent contre leurs concurrents pour se garder le droit sur une ou plusieurs femelles. Ils sont polygames. Le parc national de Glacier Bay est classé au patrimoine mondial de l'humanité dans le cadre d'un ensemble écologique à cheval sur le Canada et les USA. Le parc couvre aujourd'hui une superficie supérieure à 11 000 km² avec comme point culminant le mont Fairweather à plus de 4600 mètres d'altitude. Royaume de glace avec 12 glaciers, il représente la plus importante concentration au monde sur une telle surface. En cette fin de journée, alors que le bateau est au mouillage, nous avons la chance de pouvoir approcher en Zodiac un ours brun ou grizzly. Ce mammifère est le plus gros des mammifères carnivores du monde, avec un poids pouvant dépasser les 700 kg et une envergure pouvant dépasser les 3 mètres lorsqu'il est dressé sur ses pattes de derrière. Là, ce sont 2 loutres de rivière, river otter en anglais, dont nous pouvons observer les ébats sur la plage. Animal amphibie, la loutre de rivière est un animal carnivore qui trouve la majeure partie de ses proies dans l'eau. Elle connaît peu de prédateurs, à l'exception de l'homme qui la recherche pour sa fourrure.
à une latitude supérieure à 59 degrés nord et une longitude supérieure à 137 degrés ouest, nous atteignons le point le plus au nord et le plus à l'ouest de ce périple. Nous sommes devant le glacier Marcherie, considéré comme stable, d'une longueur de 34 km, et qui doit son nom à Emmanuel de Margerie, géographe et géomorphologue français, qui visita Glacier B en 1913. Quatre ours, 4 grizzlies dans les vernes. Nous avons devant nous une femelle grizzly et ses 3 petits. Le grizzly a une grosse bosse formée de muscles au niveau des épaules. Ces muscles puissants lui permettent de creuser avec ses pattes d'avant pour déterrer la nourriture. Il possède une grande tête ronde au museau concave. Les oreilles sont petites, arrondies et assez loin l'une de l'autre. La vue du grizzly est considérée comme à peu près équivalente à celle d'un homme, tandis que son ouïe serait un peu plus fine. En revanche, son odorat est extrêmement développé. Le grizzly doit accumuler 200 kg de graisse durant la période estivale afin de traverser l'hiver dans un état de léthargie, qui n'est toutefois pas une réelle hibernation. Le grizzly est omnivore. Il se nourrit de plantes et de baies, de racines, de pousses et de fougères, mais aussi de poissons, de palourdes, d'insectes et de petits mammifères. Au total, 90% de son régime alimentaire est végétal. À la naissance, les petits ne sont pas plus gros que des rats. Ils naissent en janvier ou février dans les ténèbres de la tanière maternelle. Ils sont allaités par leur mère jusqu'à 18 mois. Ils la quitteront pendant la 3e ou 4e année.
nous apercevons un groupe de chèvres des montagnes jouant les équilibristes dans les falaises. Ce soir-là, nous repérons un ours noir au fond de la baie où nous venons d'installer le mouillage pour la nuit. Son profil facial droit et son museau pointu le différencient du grizzly. Il est en outre plus petit et ne possède pas de bosse entre les épaules. Cet animal présente une couleur de fourrure plus ou moins foncée selon les régions, allant du noir au blanc en passant par le rougeâtre et le gris argenté. La dénomination ours noir est donc inappropriée. Sa vision n'est pas particulièrement bonne, mais les expériences montrent qu'elle lui permet de distinguer les couleurs. En revanche, son ouïe et son odorat sont très développés. L'ours noir est un bon nageur et il grimpe facilement aux arbres pour échapper à un danger. C'est l'ours le plus commun en Amérique du Nord. Il est présent dans un grand nombre d'États américains et dans toutes les provinces canadiennes. Longtemps chassé pour sa fourrure, il subit aujourd'hui la réduction de son milieu naturel.
soleil à 10 h du soir en Alaska. Dès notre lever le lendemain, nous décidons d'aller observer les traces de cet ours dont le comportement nous a intrigués. Nous observons au passage des canards arlequins. Montagne de l'ours. Une autre. Et encore une autre. À peine sommes-nous revenus sur le bateau que l'ours réapparaît à l'endroit que nous venons de quitter. Il vient sentir l'homme. C'est pour dire, c'est moi le plus fort. C'est mon bonheur. Notre route nous permet à présent de faire la rencontre de loutres de mer. C'est la plus aquatique et la plus massive des loutres, la seule à pouvoir vivre en permanence dans la mer. Chassées intensément à compter de 1741 pour leur fourrure, la plus dense de tous les mammifères, les populations de loutres de mer ont été considérablement réduites, disparaissant même de nombreuses régions de leur zone de répartition historique. En 1850, la loutre de mer canadienne était considérée comme disparue sur le plan commercial. L'Alaska ayant également été presque totalement vidée de ses populations de loutres de mer, la région devint économiquement peu intéressante pour le gouvernement russe, amenant celui-ci à vendre ce territoire et les Aléoutiennes aux États-Unis en 1867. « 31e jour sur Rerevanui. Avant de quitter Glacier Bay, que nous avons sillonné pendant une semaine, nous débarquons une nouvelle fois à Bartlett Cove pour nous dégourdir les jambes et contempler la végétation grâce à un sentier aménagé dans la forêt.
Searching for you down in Alaska, where the nights are colder and the lights fall down. Searching for you down in Mexico, where the days are hot and the sun beats down the road. They say you drive a red cabriolet and spend the night in the cheap motels. They say you drive a red cabriolet and spend the night in the cheap motels. Searching for you down in Africa, where the sky is bigger, bigger than the sea. Searching for you down in Australia, where the kangaroos jump down the highway. They say you drive a red cabriolet and spend the night in the cheap